Bonjour à toutes et bonjour à tous, un nouvel épisode du Pressé. Cette semaine, on parle de Oregon parce que vous le savez, demain, il y a un méga match. C'est Oregon qui se déplace à Washington. C'est vraiment un match à ne pas manquer. Les deux équipes sont classées dans le top 10. Il y a vraiment des implications non seulement pour la Pac-12, mais également pour les playoffs. Et on va parler surtout d'Oregon aujourd'hui. Et pour ce faire, je suis accompagné de Robin. Salut Robin, ça va? Salut Zappa, ça va? Ben ouais, ça va impeccable. Là, on est tout excités parce que vraiment, c'est un gros samedi. Puis alors, ce match-là, Oregon-Washington, non seulement il promet, mais en plus, ça va être spectaculaire parce que les deux attaques depuis le début de la saison le sont géniales. Bah carrément, et surtout, enfin, c'est la grosse rivalité de la Pac-12, on va dire, actuelle, sportive. Oregon State reste dedans pour le côté historique, mais là, sur cette année, on va dire que c'est deux équipes qui vont être, qui a une grosse implication à la fois pour la victoire en Pac-12 et à la fois pour les playoffs aussi, t'en parlais, hein, c'est le top 10, un match-up du top 10, donc ça va être impressionnant comme match et j'ai très hâte, mais à la fois un peu peur, on en parlera après. Ah, eh oui, normal, forcément, un petit peu de stress, un peu de trac. Eh oui, forcément. Bon, écoute, Robin, on va commencer par la question habituelle. C'est tu habites où et tu fais quoi dans la vie? Et bah, écoute, moi j'habite au Québec maintenant. J'ai déménagé il y a un mois. Avant, j'habitais en France, dans le nord de la France, à Lille. Mais j'ai déménagé au Québec. Du coup, maintenant je vis au Canada. C'est pas mal pour regarder les matchs, hein. Les matchs sont Ah ben beaucoup oui. plus chauds. Dans la vie, du coup, moi je suis freelance en marketing digital. Donc je fais de la publicité en ligne, en fait, Facebook Ads, Google Ads, tous les réseaux sociaux, la publicité que vous voyez, j'en fais une grosse partie plutôt tourné sur des grosses entreprises. Voilà. Je fais ça en freelance à mon compte et ça me permet de me dégager du temps pour le collège football. Ben, c'est parfait, ça. Voilà, super, nickel. Donc, ouais, tu viens de Lille, tu disais, maintenant tu es au Canada. Mais alors, du coup, la connexion avec Oregon, ça se fait comment? La connexion avec Oregon, ça se fait un soir du Super Bowl 49ers Ravens en 2012, à l'époque vraiment loin. C'est un soir d'insomnie en fait, et je zappe et je tombe sur le Super Bowl. Du coup, je regarde, je m'intéresse au football américain, je me dis ok, ça va être super. Je regarde la semaine prochaine, sauf que c'était le dernier match de la saison évidemment. Du coup, j'ai eu toute une off-saison pour poncer YouTube à cette époque-là. Et je me suis dit, bah, tiens, la saison 2013, elle va commencer. Je vais pouvoir enfin 2012-2013, ça va commencer. Je vais aller regarder justement le collège football, puisque dans mes recherches, j'avais appris que avant la NFL, il y avait du collège football. Et du coup, c'est tombé sur Oregon, parce qu'à l'époque, Marcus Mariota, forcément, Ouais. c'était la grande époque. Euh, du coup, j'ai connu la victoire contre Florida State, la défaite au championnat national. Donc c'est le Iceman de Marcus Mariota. Donc c'était mes premières années. Puis ensuite je suis parti en échange scolaire justement dans l'Oregon, à Eugene, dans une famille qui habitait à 10 minutes à pied du stade. Donc voilà, ça a renforcé un peu mon amour pour Oregon. Et puis voilà, après au fil des années, les contacts, etc. C'est toujours resté Oregon. Et surtout, ça changera plus jamais. Ah ben oui, 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 j'imagine. Ouais. J'imagine que quand tu vas au Hudson Stadium, ça te change, quoi. Ça te change parce que tu sais, tu te dis, OK, 55 000 places, bon, c'est un stade comme il y en a en France, hein, 55 000 places, le stade du LOSC, il y en avait 55 000 places, mais il n'y a aucun rapport. Enfin, c'est vraiment incroyable. Puis, comme tu le dis, Haute-Seine, il y a une vraie tradition derrière, c'est une vraie ferveur, hein, c'est un des stades les plus bruyants du pays, avec 55 000 places. Donc là, c'était vraiment des expériences. J'y suis allé 4-5 fois maintenant au stade et c'est toujours un plaisir et surtout de voir la ferveur. Bon, dis-moi, une dernière petite question. Donc, sur les réseaux sociaux, tu t'occupes du compte français de Oregon, justement. Vous êtes deux, il me semble, hein? On est trois, on est deux à s'occuper du Trois. foot et un qui s'occupe du basket féminin. On s'occupe un peu de Ouais. tous les sports, hein. On fait aussi le baseball, on fait aussi le softball, du coup, le volleyball féminin, le basket. Globalement, on fait tous les sports qui touchent de près ou de loin à Oregon et surtout, voilà, on essaie de couvrir un maximum de choses sur l'université. Puis je m'occupe également du compte The Trick Play, hein, sur les réseaux de temps en temps. On s'en J'allais en parler. Ouais, ouais. c'est en majorité Augustin et Elio qui s'en occupent. Mais de temps en temps, s'il faut prendre un live tweet tard dans le soir, quand
Ils sont déjà couchés, bah moi ça y est, je peux en prendre un petit parce que les horaires sont plus corrects. Donc voilà, ça me permet de voir tous les horizons. Ok, ben nickel, voilà. On a planté le tableau, le décor là, et maintenant on va rentrer dans ce match fantastique. Donc, Washington qui reçoit Oregon. Donc, Washington, c'est à Seattle. Oregon, c'est pas très loin en dessous. C'est le derby régional. En plus, comme je l'ai dit, il y a une équipe qui est classée septième au High People. Il y a une autre équipe qui est classée huitième. Donc, c'est vraiment un choc des titans pour tout le collège universitaire. En plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est à 21h30 pour nous en France, donc c'est juste parfait. C'est vraiment en prime time pour nous, donc il faut absolument pas rater ce match. Et donc, on va surtout parler de Oregon. Alors, moi, ce que j'ai constaté, Oregon, c'est que c'est une attaque plutôt équilibrée, puisque en moyenne, vous lancez 37 passes pour 32 courses. Donc, 37 passes, écoute, on va commencer directement avec le quarterback, parce qu'en plus, il est vraiment impressionnant cette année. C'est Bonix. Bonix qui nous sort pour l'instant un 80% de complétion, 15 touchdowns, seulement une interception. Bonix, il est fantastique. Je pense que Bonix, l'année dernière, il n'a pas été Iceman à cause de sa blessure. Ça a fait baisser ses stats sur les 4-5 derniers matchs de la saison. Après, effectivement, il y avait des arguments hein, pour qu'il y ait d'autres Iceman. Et pour moi, il aurait été dans le top 3 à ce moment-là. Et j'avais un peu peur tu vois, que les performances baissent un peu suite à l'année dernière. Mais au final, bon, après, les match-ups n'ont pas été incroyables en défense non plus, hein, jusqu'à présent, il faut être honnête. Mais il n'a pas du tout arrêté. Il continue sur sa lancée. Comme tu l'as dit, un 80% de passes complétées. La plupart des passes complétées qu'il rate, c'est des très longues passes. Et ça, on en parlera contre Washington, justement. Les passes qui manquent, c'est souvent des deep shots, donc qui sont pour des passes, pour des fades ou des posts, pardon, qui sont manqués. Et au final, je pense qu'il en tente 2-3 par match qui, pour l'instant, il n'arrive pas à connecter, ce qui fait baisser son pourcentage. Mais sur les lancers, on va dire, courts et intermédiaires, il est super, super propre. Après, encore une fois, voilà, l'opposition n'a pas été incroyable, hein. On a eu qu'un seul match très compliqué contre Texas Tech, avec une belle équipe de Texas Tech hein, qui était quand même euh, une adversité assez forte, notamment en défense. Et voilà, Bonix, il commence à utiliser ses jambes de plus en plus pour aller justement aller chercher un first down, aller chercher un touchdown. Et il continue d'être propre à la passe, donc ça fait plaisir d'avoir un quarterback qui est solide. Comme tu le dis, c'est une attaque qui est très équilibrée. 37 passes pour 32 courses, ça permet de décharger beaucoup et de ne pas se reposer que sur Bonix. Oui, oui. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ouais, Bonix, ouais. justement, d'un point de vue extérieur. C'est vrai que moi, je l'apprécie parce que il joue chez nous. Je l'appréciais pas trop à Auburn parce qu'il faisait vraiment beaucoup d'erreurs. Il était pas. Enfin, Bonix de Auburn et Bonix d'Oregon, la différence, elle est incroyable. Toi, je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu as toujours un peu ce profil de Bonix de dire, bah tiens, je pense toujours à ce qu'il a fait chez Auburn, ou alors tu penses plus tout à Auburn et tu penses qu'à Oregon Bah, moi, je pense qu'il arrive à maturité. Après, Bonix à Auburn, j'oublie pas sa saison freshman. Elle était fantastique. Je veux dire, Ouais. quand on l'a vu, sa saison freshman, on se dit, waouh, quel monstre. Alors, c'est vrai qu'après, les 2 années suivantes, c'était pas tout à fait ça. Mais on n'oublie pas sa première saison. Et puis après, là, il arrive dans un système vraiment pro avec Dan Lanning, etc. Et ça fait 2 ans qu'il est extraordinaire. Après, Bonix, si on se projette sur la NFL, moi, je trouve qu'il a vraiment le profil parfait du game manager. Et game manager, c'est un terme qui est des fois utilisé un peu de façon péjorative, genre ouais, c'est un bon joueur, pas plus. Mais en fait, non. Qu'est-ce qu'on demande à un quarterback? Ben, c'est d'être fiable, d'être propre, de faire avancer l'attaque. C'est ça qu'on lui demande. Et ça, il l'a déjà. Après, oui, peut-être qu'il lui manque ce tout petit truc en plus qui pourrait être soit le gros bras, comme tu disais, être vraiment précis sur les lancers deep, à la CJ Stroud, par exemple, ou alors il lui manque peut-être un petit peu de gabarit, à la Drake May, par exemple. Donc, c'est pour ça que pour moi, il est border premier tour pour l'instant, mais il est border tout de même parce que, ben voilà, c'est un quarterback tellement propre, tellement fiable que tu peux compter sur lui. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. En fait, le problème, c'est que l'équipe parfaite pour Bonix, ça serait les 49ers. Mm. Mais bon, maintenant, ils ont un quarterback, mais tu vois, si c'est le type d'équipe qu'il faudrait pour Bonix d'être bien supporté, une bonne line, un bon running game et surtout un game plan
qui est bien ficelé parce que j'ai l'impression que là, avec Oregon, quand le game plan il est suivi, voilà, et là il sait jouer, mais que notamment avec Auburn, quand le game plan avait un peu, il partait en cacahuète dans la fin de match ou des choses comme ça, bah, il y avait pas le niveau encore pour step up et dire ok, bah, le game plan qu'on a révisé toute la semaine, on l'oublie, en fait on joue juste. Et ça, j'ai l'impression qu'il l'a pas pour l'instant. Ouais, je le sens pareil. Alors, je vais te citer deux joueurs. Ce sont deux joueurs différents. Mais tu vois, quand tu vois par exemple un Derek Carr ou un Andy Dalton, ben eux aussi eux aussi c'était des deuxièmes tours de la draft parce qu'il leur manquait un tout petit truc. Mais en même temps, ils étaient tellement bons sur ce qu'ils montraient et tellement fiables qu'ils ont quand même été pris au deuxième. Et finalement, les deux ont fait quand même une très belle carrière. Carr, il est continu. Dalton, il est plus maintenant en backup. Mais voilà, c'est quand même ce type-là à minima deux joueurs. Donc, du coup, cette saison-là, et notamment ce match demain, donc tu as commencé à l'évoquer en attaque. Il y a Bonix, oui, mais donc il est derrière une ligne offensive. J'ai un peu regardé, il concède très très peu de sacs. Il est vraiment très bien protégé. Ouais, bah effectivement, la ligne offensive, encore une fois, comme l'année dernière, ils ont bah, une très très bonne qualité. L'année dernière, le premier sac qu'ils encaissent, c'est contre Washington de la saison. Je crois que c'était en semaine 7 ou 8, hein, Washington à l'époque. C'était le premier sac de la saison qu'ils encaissaient. Il est pas beaucoup sous pression. Après, il n'a pas affronté énormément de D-line. Il me semble qu'il a pris un sac contre Texas Tech et peut-être un contre Stanford. J'ai pas les stats devant les yeux, mais voilà, il y a très très peu de pression. Il a vraiment le temps de faire ça, de faire ses lectures. Et surtout, bon, il y a des concepts qui sont assez, des concepts de passe. On en parlera plutôt sur les receveurs. Il y a des concepts de passe qui sont assez simples, donc il n'y a pas non plus besoin de faire des lectures très précises. L'idée, c'est vraiment de se dire que la ligne offensive, c'est l'âme d'une équipe. Alors moi, je pars du principe que de toute façon, si tu construis pas dans les tranchées d'abord et qu'ensuite tous tes joueurs ils sont là, tu as beau avoir le meilleur joueur du monde, bah, en fait derrière tu vas pas lancer. Donc d'abord la ligne. Et Oregon est très très bon pour former des linemen, hein. La ligne de l'année dernière, elle est presque toute partie en NFL. On n'a qu'un seul starter qui revient de l'année dernière, qui est notre tackle gauche. Sinon, on a des joueurs de rotation, notamment le centre, hein, qui est, me semble, le mieux gradé sur PFF, c'est Jackson Power Johnson, le centre qui jouait garde à la rotation à l'époque. Vraiment très très bon centre. C'est un peu c'est le leader sur la ligne offensive cette année. On a également un transfert, on a Adjani Cornelius qui vient de Rhode Island, qui est en FCS du coup, qui joue tacle à droite. Super joueur. Voilà, on a du Marcus Harper, on a du Jones qui sont vraiment là et c'est des très très bons joueurs. C'est des joueurs qui ont à la fois de l'expérience parce qu'ils étaient dans la rotation, mais ce n'étaient pas les titulaires de l'année dernière. Mais on voit que bah, la ligne, elle a continué dans le sens de la progression. Je pense on peut le dire honnêtement que c'est une des meilleures lignes de Pac-12. Il y a pas, à mon avis, il y a pas grand débat. C'est une des meilleures lignes de Pac-12 et ça le prouve justement avec le passing game, comme tu le dis, hein, il est très peu mis sous pression, très peu de sacs et également avec le running game. Moi, je suis très confiant que peu importe l'équipe qu'on joue, en face, la ligne d'Oregon, elle pourra regarder droit dans les yeux la ligne défensive. Et ça, franchement, ça me rassure. Ça me rassure énormément du côté de l'attaque. Et donc, pour terminer sur la ligne offensive de Oregon, tu nous as donné un petit peu les joueurs à suivre, notamment le centre, donc c'est le numéro 58, il faudra le suivre, Jackson Power Johnson. Mais justement, face à Washington, il va avoir des sacrés clients. Alors, peut-être pas forcément le centre, même s'il y a des défensifs tackles intéressants aussi. Mais les deux tackles, il va avoir fort à faire. Avec les pass rushers, il y a Bralen Trice, il y a Zion Tuilupu Fetui, il y a vraiment, il va avoir de la pression, donc ils vont vraiment avoir du boulot. Ouais. Déjà, bravo sur le nom, hein, sur il était pas facile, il était vraiment pas facile, mais effectivement, ouais, c'est ce que je disais un peu. Malgré le challenge de la ligne défensive de Washington, je pense ils peuvent le regarder droit dans les yeux. Je pense qu'ils n'ont pas à rougir de leur ligne. Ça va être un vrai duel, en tout cas, à regarder, hein, la pression à tous les jeux. La clé du match, ça va être la O-line de toute façon, en attaque. Parce que de toute façon, c'est toujours la clé du match, hein. Si Bonix il n'a pas de temps de lancer, bah, il n'y il y aura pas de passe complétée. Et si le running game il gagne 2 yards par course, ça va être un vrai problème.
Je, je pense que cette ligne défensive, ça va être la plus grosse qu'ils ont affrontée à ce jour, notre ligne offensive. Et ça sera certainement la plus grosse de la saison. Malgré qu'il y ait un peu des stars hein, sur la défense de USC, je trouve que leur pass rush il est un peu moins bon que celui de Washington. Ouais. Donc vraiment, je pense que ça va être le plus gros défi de la saison. Et surtout à l'extérieur, dans un environnement qui est compliqué, hein, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Hudson, mais le Husky Stadium, il est pas facile il est pas facile à jouer. Il y a pas mal de bruit, en plus, c'est à côté de l'eau, donc il y a pas mal de Oui. vent aussi, donc ça risque d'avoir des calls qui vont être potentiellement quelques false starts. On sait que il y a la ligne d'Oregon, elle fait beaucoup de fautes, notamment beaucoup de false starts. C'était le cas contre Texas Tech. Hein. Texas Tech, il y a eu beaucoup de false starts parce que, en fait, justement, c'était un environnement bruyant. Donc là, j'ai vraiment envie, justement, on parlera dans les clés du match, mais de mettre le score très rapidement haut pour essayer de détendre un peu la foule, histoire que la ligne offensive d'Oregon puisse justement se mettre en place correctement. Donc Bonix, a priori bien protégé, puis il faudra voir comment ça tient là. Et Bonix, avant de parler des coureurs, on va parler des receveurs, parce qu'il a quand même de très belles cibles. Je veux dire, il y a des joueurs comme Gary Bryant, Treshaun Holden, Tess Johnson, et puis surtout Troy Franklin. Quel joueur! Ouais, Troy Franklin, quel joueur, c'est vraiment sa breakout season. Hein, et de toute façon, l'histoire d'Oregon dans les receveurs, elle est pas folle. Hein. Il y a pas énormément de receveurs qui ont vraiment marqué l'histoire du programme et même qui ont eu une transition correcte en NFL. Hein. Le poste de receveur à Oregon, c'est jamais le poste qu'on privilégie parce l'identité d'Oregon, c'est plutôt l'identité de jeu de course. Là, Troy Franklin, il fait vraiment des statistiques. Il est vraiment, je pense, en, parmi le top 10 des receveurs du pays cette année. En tout cas, il me semble qu'il est junior, donc c'est un troisième année. Ouais. Euh, je, Encore une fois, je ne pense pas à la draft pour l'instant, mais cette année, dans le pays, il y a très peu de receveurs qui peuvent se mettre à sa table et lui dire bah, ok, là, je suis meilleur que toi. Sur les deep balls, très très bon. Hein, dans les jeux en profondeur, il est très très bon. Également, pour aller chercher les first downs, c'est vraiment une machine. Hein. Ces petits tracés hook et des comebacks pour aller chercher les first downs, il est très très à l'aise avec ça. C'est vraiment une arme à l'extérieur. Il est grand, il est longiligne, assez rapide. Donc voilà, on ne le met pas vraiment, on ne va pas l'envoyer au charbon au milieu du terrain avec des linebackers qui sont là que pour découper des têtes. Mais voilà, sur l'extérieur du terrain, il est vraiment bon. En plus, il est grand, du coup, il peut aller attraper les ballons contestés. C'est pas sa plus grande force d'attraper les ballons contestés, mais il est quand même super bon. Tu parlais tout à l'heure hein, de Gary Bryant, qui est le transfert de USC, qui est notre receveur numéro 2 bis, on va dire, avec justement Tess Johnson, le frère adoptif de Bonix, hein, qui est, je ne sais pas si tu le savais, mais Tess Ah Johnson, non, c'est le frère adoptif de Bonix. d'accord. En fait, Bonix, la famille de Bonix à l'époque, ils ont recueilli du coup Tess Johnson, hein, qui était, je ne sais pas les raisons du pourquoi, du comment, mais du coup, Tess Johnson avait besoin d'une famille et du coup, il a vécu chez les Knicks et il a été adopté par la suite. Du coup, c'est le petit frère adoptif, donc c'est vraiment sympa de les voir Ah jouer. ouais. Surtout dès qu'ils marquent un touchdown, c'est toujours sur le bord du terrain, ils sont en feu parce que ce que Bonix et Johnson disaient justement après le match contre Portland State, il me semble, quand Johnson avait attrapé son premier touchdown, il disait mais c'est un truc qu'on a parlé mais dans notre chambre depuis qu'on est tout petit d'attraper des touchdowns en college football ensemble. Avant, il me semble qu'ils jouaient à Troy, donc ils ne jouaient pas dans la même équipe à Auburn. Ils ont transféré les deux à Oregon et c'est plutôt pas mal de les voir comme ça. Je pense qu'ils ont une bonne connexion et ça fait plaisir hein, pour le petit fun fact hein, Ouais, ouais. d'avoir ce frère adoptif. Donc c'est aussi le receveur 2 bis, entre guillemets, ils sont deux au poste de receveur 2 entre Johnson et entre Gary Bryant. Gary Bryant, il arrive plutôt, j'ai l'impression, au milieu du terrain. Quand Tess Johnson, il est plutôt sur les extérieurs. Et finalement, dans le corps de receveur, je pense qu'on peut inclure les tight ends, notamment Terrence. Voilà, merci. Parce que moi, il m'avait beaucoup plu l'année dernière déjà, et je vois que cette année, il est encore très bon.
Voilà, je voulais te lancer là-dessus. Dis-nous un petit mot de Jack Ferguson. Ouais, c'est Terence Ferguson, hein. Jack Ferguson, si je te dis Terence pas ce que Ferguson. c'est, Jack, c'est le gars de Dallas maintenant. Oui, c'est oui, oui. c'est le gars de Dallas maintenant qui était Ouais. à Wisconsin À avant. Wisconsin. Ouais. J'espère qu'il aura la même carrière, hein, parce qu'à Wisconsin, il Oui. est vraiment bon, Jake Ferguson. Là, c'est vrai que Terence, du coup, le numéro 3, hein, le tight end numéro 3 pour ceux qui veulent regarder, très, très, très bon receveur. Il est très fort pour se libérer sur les tracés intermédiaires, donc pour se mettre dans ce qu'on appelle les interzones. Il est très, très fort pour trouver un peu cette interzone, et surtout ce changement de direction, donc sur ce qu'on appelle les tracés whip, hein, donc quand il part d'une direction et qu'il change de l'autre côté. Sur des whips, il est super fort. Je pense que c'est sa grande force de trouver l'interzone. Un peu plus de mal sur le côté bloc, mais il est toujours très qualitatif, hein. On a également le petit frère de Justin Herbert, on a Patrick Herbert, le numéro 88, qui est cette fois-ci un tight end bloqueur, qu'ils envoient sur des packages en 2 et 3, 2 et 2, 2 et 1 pour dire voilà, c'est un extra lineman entre guillemets. Mais il envoie également sur des screen pass, comme il est très bulky, enfin, il est très dur. Il est très dur, on l'envoie sur des screen pass où en fait c'est le tight end qui reçoit et les receveurs qui bloquent. Donc voilà, c'est deux tight ends à regarder. Et on a également le true freshman Sadik, le numéro 18, qui est très très bon dans la passe. Il joue plutôt les fins de game ou alors les situations. On a sur notre playbook une formation à 3 tight ends. Donc les formations à 3 tight ends, ça rigole pas. Et ça dit qu'il vient être le troisième tight end. Je pense que contre Washington, on va les mettre assez souvent, justement, nos 3 tight ends, pour aller donner cette menace à la passe tout en ayant le running game maîtrisé. Donc attendez-vous à voir du 3 tight end cette semaine. Donc là, je pense que les tight ends avec le corps de receveur qu'on a, ils ont une bonne carte à jouer contre la défense de Washington, qui au final, le backfield défensif de Washington est un peu moins bon que leur pass rush. Donc si la ligne offensive tient, attention à la défense de Washington qui pourrait vite être exposée, hein. Ouais, ouais. Donc, alors, on a Ponix qui est très précis. On a un très bon corps de receveurs, notamment avec le leader Troy Franklin qui a vraiment un avenir en NFL. On a en plus des Titans et notamment Terence Ferguson. On a une ligne offensive qui est très solide en protection et qui est plutôt bonne pour la course. Donc, justement, on arrive maintenant au dernier élément, le jeu de course. Alors, tu vas bien sûr nous parler du leader de ce comité qui est Bucky Irvin. On a un comité avec 3 running backs. À Ouais. l'époque, on va dire 4, hein. En gros, on a Bucky Irving, dont tu le parlais, un running back qui a un transfert de Minnesota, il me semble, à l'époque. Donc Bucky Irving, le numéro 0, tout petit, c'est une vraie boule d'énergie. Il est là sur tous les impacts. C'est un coureur qui est très rapide aussi, hein, également. J'ai pas encore une fois la stat devant les yeux, mais le nombre de yards après le contact, dès qu'il touche la balle, il s'engouffre dans le trou, tu le retrouves plus du tout, il va au touchdown. Donc ça, si la O-line d'Oregon arrive à ouvrir un trou dans lequel s'engouffre Bucky Irving et qu'il y a un peu d'espace parce que les linebackers ils rattaquent pas assez vite, c'est touchdown. C'est vraiment ce qu'on appelle le home run hitter, hein. C'est vraiment typiquement le genre de jeu qui peut aller 85 yards, parce qu'il y a eu un trou qui s'est ouvert pendant 0,2 secondes et qu'il l'a pris. Moi, j'adore ce joueur. Il est dans la lignée des joueurs des running backs d'Oregon. En fait, comme son centre de gravité il est hyper bas, il ne fait pas que prendre par la vitesse. En fait, il peut aller baisser l'épaule pour aller gagner 1-2 yards. Et surtout, il a des crochets qui sont assez fantastiques, hein. Regardez, c'est très, très impressionnant à voir. Ses changements de direction sont un niveau vraiment dur à attraper pour les défenses, hein, pour des linebackers. Il fait manquer un nombre incroyable de plaquages. Et également, quand il s'agit de gagner 1 à 2 yards pour aller au first down, c'est le premier à baisser l'épaule et à aller chercher le first down. Whittington, qui est un autre transfert, hein, qui jouait justement l'année dernière avec Bucky Irving, il se partageait les portées presque à 50-50. C'est dommage parce qu'il est blessé. Il va pas jouer, Ah, il va plus jouer à la fin de la saison. Il s'est blessé contre Stanford. Euh, d'accord. je crois qu'il s'est blessé au genou et fin de saison.
C'est dommage, mais il fallait quand même en parler pour l'année prochaine, je pense, ou ça, en tout cas, c'est un profil à garder. Mais on a un profil qui est très similaire à Noah Whittington, c'est Jordan James, qui est le troisième running back à l'époque, qui maintenant va passer numéro 2 dans la rotation, qui est le profil assez similaire à Noah Whittington, notamment une grosse partie qui va être sur les troisièmes tentatives ou la red zone. C'est vraiment notre arme, le running back qui est très bulky, donc qui n'est pas très grand, mais il y a un profil qui est c'est la boule de destruction, hein, vraiment, il rentre dedans. Il y a très très peu de monde qui peuvent l'arrêter. Donc Jordan James a un profil à regarder en red zone, justement, il y a pas mal de TD cette année, ou de first down, ou de quatrième tentative convertie, parce que c'est typiquement le profil que tu mets si tu veux pas faire une QB sneak, tu lui donnes, il va te prendre ton 1 à 2 yards de ce côté-là. Mais ce corps de running back, il est très très fourni. On a 4 running backs, entre guillemets, qui portaient le ballon régulièrement cette année. Maintenant, on en aura 3 également avec du coup la blessure de Whittington. Mais là, tu le disais, hein, on a vraiment tous les profils sur le poste de running back. On a le speedster, la boule de destruction, l'entre-deux qui peut jouer tous les downs, couplé à cette ligne offensive, hein, parce que tu as beau être le meilleur running back du pays, si ta ligne offensive derrière, elle ne marche pas, ça va être un peu compliqué pour te donner. Mais là, je pense que couplé à cette ligne offensive, on a toutes les armes pour être une des meilleures équipes à la course du pays et que je pense que si on lançait moins de ballons, on serait leader en rushing yard de toutes les équipes, hein, clairement. Ok, bah alors voilà une attaque, quoi. On a un Ah oui, quarterback qui a un avenir en NFL, un corps de receveur, le tight end, la ligne offensive, le comité de coureurs. Bon, voilà, c'est pas un hasard si Oregon marche aussi bien cette année. Écoute, on va passer maintenant en défense. On va voir si c'est au même niveau en termes de qualité. Moi, j'ai l'impression que c'est bien, mais peut-être un poil en dessus, mais en dessous, je veux dire, mais c'est quand même plutôt bien. Écoute, on va commencer, on va faire un petit peu comme ça, les trois rideaux. Déjà, moi, ce que j'ai pu remarquer, comme ça, avec mon œil extérieur, eh ben, c'est Jordan Burch. Parce que c'était une recrue lycéenne 5 étoiles. Et puis, à South Carolina, ça n'a pas vraiment cliqué comme on le pensait. Et puis, il a transféré donc à Oregon. Et cette année, il éclate tout. C'est votre edge rusher numéro un. Et il fait un super début de saison. ouais, clairement, on peut le dire. Jordan Burch, c'est une super pick-up en transfert, hein, vraiment, il jouait à South Carolina avant, il me semble, Ouais, et ouais. il est vraiment présent sur le pass rush. Il a mis un peu de temps à démarrer, je trouve, au final. Sur les 2-3 premiers matchs, il mettait un peu plus de temps, mais là, on le voit vraiment contre Stanford. On l'a vraiment vu également contre Texas Tech. Il a fait quelques beaux plays. Et je pense surtout qu'il est bien aidé par le reste de la ligne défensive, hein, puisqu'il n'est pas double team tout le temps. Parce qu'en fait, ils sont obligés de Non, double team d'autres joueurs. Et donc, il a vraiment l'espace pour aller travailler. Jordan Bulch, hein, comme tu le disais, là, je vais aller mettre les stats. 15 plaquages, 3 sacs, 3 sacs, donc c'est plutôt pas mal, notamment voilà, pour un joueur de ligne défensive. Euh, et il est bien aidé sur l'intérieur de la ligne. Moi, j'en parle avec Kevin, qui s'occupe du compte également Docs France. Depuis 3-4 ans, je pense qu'on en parle de Brandon Dorlus. Euh, oui, sur la ligne défensive, c'est le profil qui a eu un peu plus de mal l'année dernière parce qu'il était très très bon il y a 2 ans. L'année dernière, il y a mm, eu un peu plus de mal, je pense, parce qu'il y a eu beaucoup de double team, beaucoup d'équipes qui faisaient leur game plan pour eh l'effacer. oui, Et eh donc, il a oui, moins brillé. Mais là, cette année, comme il y a Jordan Burch de l'autre côté, en fait, ils s'aident mutuellement une eh fois oui. c'est toi qui es double team, une fois c'est toi qui es double team. Et donc, en fait, on va pouvoir aller faire justement aller mettre de la pression. Je trouve qu'il a vraiment un profil très, très intéressant. En gros, c'est un peu le profil du 3 techniques, 4 techniques, vraiment pénétrant. Il a toutes les qualités qu'il faut. Je pense qu'à NFL, il pourra jouer defensive tackle, mais également defensive end dans une défense 3-4. Il a vraiment ce profil-là. Et puis à côté de lui, même il y a un joueur intéressant avec Popo Mavae. Enfin, Ouais. vraiment, cette D-line, elle est vraiment intéressante. Alors, cette année, j'ai pas trop vu Maïs Funa, qui est lui plus un edge rusher qui déborde depuis l'extérieur.
Mais l'un dans l'autre, voilà, dans ce front seven, pour mettre la pression, ben, avec Birch, avec Dorlus, et puis après avec quelques joueurs en rotation, oui, oui, c'est très intéressant. Et notamment, comme tu le dis, ces deux superstars, parce que Dorlus et Birch, on les verra en NFL l'année prochaine ou l'année suivante, ça dépend quand ils se présentent, mais on les verra en NFL. Tu parlais un peu de Popo Mave, hein, c'est pareil, hein, deux plaquages, enfin deux sacs sur le defensive tackle. Et également, on en parle un peu moins parce qu'il est moins mis en valeur, mais ça reste un très bon joueur. On a Matayo Uagelelei, qui est le Ah, frère le de petit DJ, frère? qui est le Ouais, petit frère de DJ, qui est une recrue 5 étoiles, qui met beaucoup de pression. Il met beaucoup de d'accord. pression sur la D-line. Il rentre généralement en package quand tu es en situation de pass rush évidente. Donc voilà, il fait 10 plaquages. Il n'y a pas encore de sac, mais il met vraiment pas mal de pression. Et je pense que justement, cette D-line, elle est vraiment meilleure que l'année dernière, parce que l'année dernière, on a eu beaucoup de mal sur le pass rush. Par contre, les linebackers, tu vois, franchement, avec la perte de Noah Sewell, bon, Justin Flo aussi, même si on n'en parle pas trop de lui. Mais là, cette année, les linebackers de Oregon, j'ai un petit peu du mal à voir qui, quoi, comment. Donc, ben, justement, dis-nous un petit peu, les linebackers de Oregon, ça donne quoi cette année? On va dire les deux gros joueurs à regarder, ça va être Jeffrey Bassa et Bryce Betcher. Jeffrey Bassa, c'est un safety qui est converti linebacker D'accord. depuis 2 ans. Donc il est vraiment pas mal sur la couverture contre la passe. Contre la course, il a un peu plus de mal. En gros, en fait, donc il est en train de prendre ce rôle. C'est la première, ça fait 2 ans seulement qu'il joue linebacker. Donc il est en train de toujours d'apprendre à défendre comment contre la course, en train de prendre du poids également. Il n'y a pas du tout le profil de linebacker, hein, vraiment. En NFL, si jamais vous voulez parler prospect, c'est pas du tout un linebacker en fait, NFL. Sur la couverture de passe, c'est plutôt correct. Par contre, sur la course, il y a un peu plus de mal. Cependant, sur la course, on a un linebacker qui est Bryce Betcher, qui est du coup le redshirt freshman, qui est également, il me semble qu'il est midfielder dans l'équipe de baseball. C'est un des rares joueurs qui fait deux sports et qui est titulaire dans les deux sports. Donc en fait, il a dû, enfin, normalement, il a commencé au baseball et du coup, c'est un walk-on au football. Moi, pour vous parler un peu de Bryce Betcher, c'est quelqu'un que j'ai connu quand j'étais en échange là-bas. Puisqu'en fait, c'est un linebacker qui était à South Eugene High School, donc le lycée de South Eugene. À Eugene, il y a quatre lycées, donc là où l'université d'Oregon, il y a 4 lycées, et du coup, là, il était à South Eugene High School. Et en fait, du coup, bah, à travers des connaissances mutuelles, de temps en temps, quand je retourne dans l'Oregon pour voir des matchs lycéens, bah, il est toujours là pour voir ses anciens potes. Donc, de temps en temps, on parle dans les tribunes, etc. Donc, c'est un très très bon gars. Il se concentre vraiment sur le baseball, mais il est très fort au football. Vous allez le voir jouer beaucoup en special team. Et c'est le blitzer par excellence. Il a le neck pad, vous voyez le neck pad des linebackers D'accord, oui, qui oui. t'indique vraiment que c'est un mec qui n'a pas peur du tout du contact. Ouais. Il me fait penser un peu à Leighton Van Der Esch, le D'accord, linebacker oui, oui. Qui a euh, ça aussi, ouais. de Dallas, à la fois pour le style dans lequel il joue, mais à la fois pour l'aspect gros hitter. Hein. C'est un mec qui met des big hits, notamment quand il a un free rush sur le quarterback, il va pas se gêner pour aller le fracasser. C'est typiquement le genre de joueur en special team également qui fait des très très gros plaquages. Euh, c'est un joueur qui est un peu en deçà techniquement, mais il comble son manque de technique par de l'agressivité vraiment énorme. Hein. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Pour vous donner un peu ses statistiques, un 21 plaquages, un sac, un fumble forcé et un fumble recouvert. Pour un freshman, un redshirt freshman qui a joué que en special team l'année dernière, c'est des stats qui sont quand même assez corrects. Ok, C'est ben pour le poste nickel, de ça va. Ben, linebacker. alors, ok, donc si j'ai bien compris, c'est pas le point fort de la défense, mais bon, il y a déjà deux bons joueurs et deux joueurs complémentaires avec le costaud vraiment pour la course, et puis le rapide à côté, et puis évidemment un peu de rotation forcément, etc. Donc bon, l'un dans l'autre quand même, ça limite les dégâts, c'est pas mal. Mais on a parlé tout à l'heure d'une très bonne ligne défensive, et maintenant on va passer à la secondary, et là il y a quand même beaucoup de très bons joueurs. Il y a déjà un Dante Manning. Moi, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'il est là, que j'entends parler de lui. Voilà, c'est un bon joueur. Il y a- Excusez-moi.
Il y a Nico Reed aussi qui me plaît bien, c'est un très bon joueur. Et tu vas nous parler sans doute d'autres joueurs, et notamment un qui m'impressionne un peu, c'est Kyrie Jackson, qui est un transfert d'Alabama, je crois. Voilà, Ouais. c'est vraiment le cornerback grand, qui est bon en presse, qui est bon au marquage. Donc, parle-nous un petit peu de cette secondary de Oregon. Effectivement, Kyrie Jackson, hein, on en parlait, je trouve qu'il a une vraie trajectoire à la Christian Gonzalez. Pas forcément pour dire qu'il va arriver dans le premier tour, très très bon en couverture. Euh, il est assez propre, il ne fait pas beaucoup de fautes. J'ai vraiment l'impression de voir les débuts de Christian Gonzalez de ce côté-là. C'est un peu le même profil, hein, beaucoup, un jeu de pied qui est le footwork qui est super, qui est excellent. Je pense que c'est un des leaders sur le poste de cornerback. Également Dante Manning qui fait pas mal de répétitions avec Tychim Johnson, hein, le defensive back qui est le numéro 0, donc qui est de l'autre côté, qui joue de temps en temps au safety et qui tourne un peu. C'est un peu notre couteau suisse en défense, Tychim Johnson, qui est le numéro 0 du coup en défense. Tyson Johnson, hein, pour vous donner un peu ses statistiques de cette année, c'est 30 plaquages en DB, un sac, deux passes déflexion, qui est quand même un joueur qui a de la qualité. Hein. Si jamais je vous fais les passes déflexion également, je ne vous l'ai pas dit, hein, de Kyrie Jackson, c'est 4 passes déflexion, donc 4 passes défendues, 2 interceptions euh, pour 15 plaquages et un sac. Donc Kyrie Jackson qui est en train de noircir la feuille de stats. J'ai hâte de voir le duel contre Washington, hein, parce que le duel contre Washington, les Justement, on receveurs, va y venir, ouais. Ouais, ouais. va être Mais est-ce que vraiment. tu as encore un mot à nous dire sur la secondary? Je sais pas, par exemple, Nico Reed ou quelque chose comme ça? Ouais. Nico Reed, justement, le DB, on va parler de deux derniers joueurs. On a Nico Reed, du coup, le defensive back, il est moins présent au plaquage, donc il est moins présent, il est vraiment moins sur le running game. Mais cette année, il a défendu 4 passes, donc c'est un très très bon joueur. J'ai l'impression qu'il est un peu en deçà des autres joueurs, des autres joueurs du corps de defensive back. Et également Désolé pour le bruit derrière, il y a des travaux à côté de chez moi, je pense qu'on entend un peu. Normalement, ça devrait s'arrêter d'ici 5-6 minutes. Également le defensive back Evan Williams, qui est un transfert de Fresno State cette année. Evan Williams, c'est un senior qui est 6'1", hein, du coup, qui est assez petit, qui joue safety, mais qui est vraiment là pour aider dans le running game. Notamment Evan Williams, c'est 18 plaquages, 2,5 sacs, parce qu'il vient beaucoup en safety blitz, euh, pour 24 yards de perte, hein, sur ses sacs. Ça rigole pas, en fait, Ouais, ouais. il vient vraiment aller les chercher loin. Et voilà, c'est un joueur qui est super, qui est très fort, je trouve, et qui est bien complémentaire avec tout le reste du secondary, parce que Evan Williams, il vient vraiment chercher la course, alors que les autres, ils se concentrent plutôt sur la passe. Globalement, on va finir sur la défense, mais toute la défense d'Oregon a progressé, que ce soit sur le pass rush, sur les DB, un peu plus de mal avec le corps de linebacker, mais qui est un peu caché, on va dire, avec le talent des DB et le talent, surtout le travail de la defensive line. Voilà, cette défense, elle s'améliore. Elle est toujours en train de s'améliorer. J'ai hâte de la voir contre une grosse équipe, notamment comme Washington. Et C'est on un y gros, est là. Voilà, gros. c'est demain, c'est Washington. Tu vois, tout à l'heure, on parlait un petit peu de cette ligne offensive qui est très solide, qui aura fort à faire face au pass rusher de Washington. Ben, un autre vraiment match dans le match, c'est justement cette secondary dont on vient de parler, qui a beaucoup de qualité. Mais en face, tu as Michael Penix, le quarterback gaucher, qui est un bombardier. C'est plus de 35 passes par match. Ça arrose de ton licence. Et puis, ces débits, ben, ils auront 3 receveurs à marquer. Et attention, les receveurs. Il y a Jalen Polk, il y a Romeo Dunze, il y a Jalil McMillan. Il y a vraiment du monde, de très belles qualités à défendre. Là, ça va vraiment être un gros test justement pour ces DB de Oregon. Ouais, clairement, tu parlais de Roméo Dunze. Disons que voilà, il fait partie des plus gros joueurs Oui, je pense, du collège football actuellement en termes de profil. Voilà, tu as Roméo Dunze, tu as Jalen McMillan également, hein, le receveur
numéro 11, il me semble, qui est voilà, très, très, très talentueux. Tu parlais de Jalen Polk également. Je pense que c'est le corps de receveur de loin le meilleur du pays. Moi, je vais être honnête avec toi. Certes, derrière, tu as du USC, du Florida, etc., qui ont des super receveurs. Ohio State. Ohio State, ouais, effectivement, Ohio State. Mais voilà, je pense que Mais ils sont là, oui, oui, c'est ouais, vraiment un très très beau ils sont corps de dans receveur. dans le top 3. Ils sont Ouais, dans le ouais, top 3 facile. ouais, ouais. Je pense que la clé du match, ça va être d'arrêter le corps de receveur. Je sais que l'année dernière, je me souviens qu'ils avaient fait des. En fait, Washington est très très fort sur les tracés mèches. Donc voilà, Ouais. ici, et ça va également chercher loin. Ouais, ouais, Oregon, mais justement, vas-y, c'est intéressant ça pour les joueurs, pour les gens qui nous écoutent, qui sont pas forcément familiers avec les tracés mèches, donc c'est deux, trois crasés de receveurs. Vas-y, tu peux un peu les développer si tu veux, il n'y a les pas de tracés souci. mèches, du coup, généralement, ça joue avec 4 receveurs ou 3 receveurs et un running back qui part en tracé. Donc, généralement, on a les deux slots ou peut-être un receveur extérieur qui viennent se croiser au milieu du terrain, ce qui Mm, fait, mm. ce qui fait que ça confond la défense de ce côté-là, en fait, de se dire, bah, tiens, le corps de linebacker, justement, ils ne savent pas qui aller chercher entre les deux. S'il n'y a pas de communication, c'est tout de suite un killer, hein. Le tracé mèche, c'est littéralement le tracé qui est tu as un problème, tu es en quatrième et 3, tu fais un mesh. Et du coup, tu as également le deep shot qui est ouvert. Et on sait que Michael Penix, tous les jours, il va les prendre. Si jamais s'il y a une once d'ouverture, il va les bombarder parce que il fait partie des meilleurs bras du collège football aujourd'hui. Hein, on va pas se mentir. Hein, il a un missile téléguidé à la place, à la place du bras. On peut en marquer 50 avec l'attaque qu'on a face à la défense de Washington qui est un peu moins forte, mais il ne faut pas qu'on en prenne 55. En fait, le match, ça va être quelle défense arrive à arrêter les attaques qui sont parmi le top 5 du collège football en points marqués. Hein. Il me semble, Oregon, ils sont Ouais, 5 ouais. en points par match, à plus de 50 points par match. Et Washington, c'est pareil. Hein. Washington, ils mettent 50 points par match aussi. L'idée, ça va être vraiment, je pense, le corps de receveur de Washington, top 3 du pays, comme on l'a dit, avec un quarterback top 5 du pays selon voilà, Oui, oui, oui. voilà, les différentes personnes, les affinités. Mais on peut le dire avec un des plus gros bras du pays qui peut aller t'envoyer 60 yards sans problème sur l'extérieur. Ça va être très très compliqué à défendre. Il va falloir que nos cornerbacks, là, tu t'en parlais hein, pour la draft, d'un point de vue draft, il va falloir vraiment qu'ils montrent de quoi ils sont capables parce que c'est bien beau de faire 3 interceptions contre Portland State. Si tu n'arrives pas à arrêter Washington, bah en fait en NFL, tu n'as pas d'avenir. Là, il me vient une question, tu vois, et je me demandais si justement, pour limiter un petit peu cette attaque aérienne de Washington, ça serait pas une bonne idée d'avoir une tactique un peu de ball control et de justement faire un petit peu plus de courses de votre part, histoire de faire tourner le chrono, vu qu'en plus, c'est un jeu de course efficace, donc a priori, ça va quand même avancer. Donc peut-être, voilà, les priver un petit peu d'opportunités. De toute façon, l'attaque de Washington, c'est une attaque aérienne parce que c'est 38 passes par match en moyenne et 26 courses. Donc voilà, eux, c'est vraiment des bombardiers. Ouais, bah, clairement, et je pense que l'avantage qu'Oregon aura dans ce match, c'est que leur secondary, justement, on a parlé, elle est en train de s'améliorer, que le corps de linebacker, il est plutôt porté vers la passe et que c'est un peu mieux pour du coup d'avoir Jeffrey Bassa en linebacker. Je pense que c'est un peu la chance d'Oregon de se dire, OK, en fait, on a sur le secondary, potentiellement même dans le corps de linebacker, des anciens, des convertis qui ont déjà joué DB, qui vont pouvoir aider sur la passe. Ouais, Comme tu disais, un 26 courses seulement, dont il me semble que allez, Michael Penix, il doit courir 3, 4, 5 fois par match pour aller chercher un first down par-ci, par-là. Ça ouais, ouais. en réalité une vingtaine vraiment de design run. Effectivement, le rushing game, on a un peu moins à s'en préoccuper. Hmm. Mais d'un côté, effectivement, le passing game, il va être tellement, tellement compliqué à la réception hein, que ça va pas être facile. Et comme tu le dis, je pense que de toute façon, la technique qu'Oregon doit adopter, c'est la même qu'ils avaient adoptée à l'époque contre UCLA, contre BYU et également contre Utah. Ça va être de porter le ballon un maximum et de vraiment prendre le clock à ton compte et tu fais des drives de 8 minutes, 9 minutes grâce à ta O-line.
Ok, ben, je pense qu'on a été très complet. On a été complet sur Oregon, on a été complet sur les plusieurs clés du match. Donc la ligne offensive d'Oregon face au pass rush de Washington, les defensive backs de Oregon face à Michael Penix et ses super receveurs, la gestion de l'horloge, etc. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour suivre ce match qui est demain à 21h30. Allez, pour terminer, Robin, maintenant, écoute. J'allais dire sans être partisan, c'est difficile, je comprends, mais comme ça, est-ce que tu peux nous donner un pronom à ton avis? Allez, qu'est-ce que ça peut donner? Ouais, effectivement, c'est dur de pas être partisan et de choisir Oregon. Moi, j'ai vraiment un. On n'a pas parlé du tout hein, de la défense de Washington cette année. Leur Euh, pass rush, mais sinon après, bon, ouais, à part le pass rush, je trouve ils ont vraiment du mal ouais, dans le deep en fait, hein, sur les receveurs et notre corps de receveurs, il est vraiment pas mal. Ils sont pris 32 points contre Cal. Bon, Cal, il marque vraiment des points cette année. Arizona, ils s'en prennent 24, euh, qui sont les deux gros match-up, entre guillemets, hein, les deux derniers match-up qu'ils ont eus. Euh, je pense on va être capable de marquer des points. Ça va être, de toute façon, on va être honnête, hein, ça va être à la première défense qui se réveille, la première défense qui arrive. Potentiellement, ça va être le turnover. Je pense un turnover d'un côté va définir le match. Potentiellement, ça sera un turnover dans le premier quart-temps qui sera ramené pour un pick six ou quelque chose comme ça. un Même un- pronom, un pronom. tu veux un prono Eh oui, je te demande pas le score, mais à ton avis, ça gagne ou ça perd? Ah, ça gagne. Oregon gagne. Ah, ça gagne. Oregon gagne parce que de toute façon, je n'aime pas parier contre Oregon. Je pense qu'Oregon gagne de justesse. Je vais te dire un Oregon plus 4. Ah, Euh, ah. euh, et je vais faire mon petit prono. Ça marque plus de 40 points dans les deux équipes. Et ça va être la régalade, ça. Alors, on aime bien les matchs défensifs, évidemment, on regarde aussi les défenses. Mais bon, oui, si ça se termine à, je sais pas moi, un 41-38, on sera tous hyper contents, quoi. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Moi, tu vois, je pense à un petit 44-40 ou quelque chose comme ça. Euh, D'accord. Soyez présents. En tout cas, soyez présents parce que ça risque de passer la balle énormément. Hein. Ceux qui aiment beaucoup les jeux de passe, ça va être spectaculaire. Et en fait, pour moi, il n'y a aucune chance que ça soit un match, un low scoring game. Parce que de toute façon, l'identité des équipes cette année, c'est les Ouais, attaques des ouais, deux ouais, côtés. Donc, c'est pas ouais, comme ouais. si tu te dis, tiens, ça y est, c'est le Super Bowl à l'époque, Rams Patriot, où les deux identités, c'était les défenses. Là, c'est vraiment de ce côté-là. Ok, ouais. Ben écoutez, les amis, voilà, soyez au rendez-vous dès demain, 21h30. En plus, voilà, tranquille pour nous le samedi en France. Pour toi, ben, c'est encore plus tôt, mais ça va. Tu seras là, évidemment, bien présent. Ça va être un super match, ne le ratez surtout pas. Ben écoute, je te remercie beaucoup, Robin. C'était très intéressant. Bah, merci à toi, c'était un plaisir d'être là. Et franchement, voilà, n'hésitez pas, hein, si jamais vous avez des questions sur Oregon, toujours là. Et puis nous, les amis, ben, on se retrouve la semaine prochaine, a priori. Allez, ciao tout le monde.